12e et dernier numéro du podcast pour 2012. Je pars en vacances au Canada et je vais recommencer en janvier. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui ont soutenu. C'est chouette, ça fait juste 12 numéros et j'ai reçu vraiment beaucoup de bons commentaires. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui ont souscrit, qui ont mis des étoiles et tout ça sur iTunes. D'ailleurs, la semaine dernière avec Yann Kojandi, c'était l'épisode le plus téléchargé en une semaine depuis le début. Donc, voilà, assez de lèche. Maintenant, l'épisode de cette semaine, c'est avec Gilles Morin, qui d'ailleurs me demandait, t'es sûr que ça va être intéressant de causer avec un producteur? Parce que Gilles, c'est lui qui a créé Kings of Comedy. Donc l'humour, finalement, il ne fait que ça depuis quelques années. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'il a quitté un vrai boulot, entre guillemets, pour se mettre à produire des gens qui avaient à peu près jamais fait ça de leur vie. Et d'ailleurs, il a assez bien réussi. C'est ça qui est intéressant. Il nous raconte les anecdotes à partir de la création jusqu'à maintenant. Comment ça se passe aussi, suivre des humoristes sur la route, les grandes salles et les petites salles, les hauts et les bas. C'est vraiment une très intéressante discussion, ai-je trouvé de manière très non objective. Sinon, si ça vous tente de venir me voir en spectacle, et je vais être le 31 janvier à Moucron, vous pouvez offrir un cadeau ou venir vous-même, les deux c'est possible, tous les détails sur ticketnet.be. Donc merci beaucoup et voici la discussion avec Gilles. Allez viens, regarde tout ce qu'on peut faire. Dan Gagnon, bonjour. C'est comme une émission de radio, mais sans la musique, sans les infos et sans les jingles radio contact. J'ai remarqué que c'est pas très drôle, vous avez directement reconnu le style inimitable de Dan Gagnon. Public service announcement. This is where the taxpayer money goes. Merci beaucoup, Dan Gagnon, et bonne chance. Dan Gagnon, gratuitement. 12e et dernier numéro du podcast pour la première partie de la saison. De retour dans mon appartement à Bruxelles, où cette fois-ci, après avoir accueilli pas mal d'humoristes et des gens de un peu tous les horizons, j'accueille quelqu'un qui, c'est assez spécial pour moi de recevoir pour 3 raisons. C'est pas un humoriste, mais c'est mon producteur et c'est aussi mon patron. C'est celui qui a créé Kings of Comedy. C'est Gilles Morin. Salut Gilles. Salut Dan. Alors pour expliquer aux auditeurs quand même, donc ça fait environ 12 minutes qu'on est en train de parler et que le grand professionnel qu'est Dan Gagnon et vous avez saisi dans les 3 fonctions qu'il a, je suis aussi son patron et il avait oublié d'appuyer sur le bouton REC pour enregistrer notre conversation. Donc est-ce qu'on va rentrer on refait depuis le début ou on rentre dans la conversation comme si On va quand même refaire depuis le début. Je demande à tout le monde ce qu'il veut boire. Toi t'as vu dans l'entrée ce qui était un cadeau pour un de mes potes qui vient d'être papa, une bouteille de Canadian Club Whisky. J'ai dit je veux la même. Et donc on est allé à 16h chercher une bouteille de whisky. Ce qui nous a permis d'être dans une situation très comédie US, c'est-à-dire un beau clin d'œil de la part du mec de l'établissement dans lequel on est allé chercher cette bouteille, qui nous a fait un clin d'œil pour dire « Are you gay ?» et le deuxième clin d'œil pour dire « Bon amusement ». Ouais, 16h un vendredi, ça fait des gars qui commencent à fêter un peu tôt. Bon, la raison pour laquelle je voulais te recevoir, déjà, ça va être un peu cocasse parce qu'il y a des questions auxquelles j'ai les réponses et je vais essayer de faire ça très naïvement, mais c'est parce que je trouve que ta vie est hyper intéressante et t'as une passion pour l'humour qui est une des plus fortes que parmi les gens que j'ai pu rencontrer et t'as eu un rôle assez important pour essayer justement dépoussiérer l'humour en Belgique. T'as plein de gens qui font des commentaires sur l'humour ici du Belgique, on peut aussi ouvrir vers la France évidemment. Et t'es un de ceux qui a donné des impulsions pour essayer justement d'amener une nouvelle génération et en quelques années, Kings of Comedy a quand même placé des gars un peu partout. Donc on va faire le tour un peu de tout ça et parler de toi aussi à titre personnel. Déjà, ça fait combien d'années Kings of Comedy? Donc ça fait un peu plus de 3 ans là. Combien d'artistes maintenant? 8. Et des gars un peu partout qui ont différents... Ouais, des gars qui ont fait un parcours après, chacun à son rythme, mais pour lesquels j'ai énormément d'admiration et de fierté, et puis ce sont pour la plupart aussi des amis dans la vie de tous les jours, donc je vais pas parler de famille, ce serait un bien grand mot, mais en tout cas une famille d'esprit, quoi, en tout cas. Et qu'est-ce qui t'a amené à l'humour? Parce que t'as commencé sur le tard quand même, l'humour. Si on veut, après je considère que c'est je suis producteur depuis un peu plus de 12 ans maintenant. J'ai travaillé à différents niveaux dans l'audiovisuel et puis pour Franco Dragon, un des créateurs du Cirque du Soleil, qui est un peu vraiment mon premier mentor. Et puis ensuite, l'humour, j'y suis venu de part et l'histoire et la vie vraiment d'un producteur, c'est une addition de frustration en fait, mais de saine frustration. Genre de pas avoir été lui-même artiste ou non, absolument pas. Ça c'est le old school producteur. Complètement. C'est cliché. Alors là, l'artiste raté. Non, à
l'inverse, je ne me considère aucunement comme un artiste. Je n'en ai nullement envie et ça ne m'attire absolument pas. Je suis juste un amplificateur, un catalyseur, un formateur, quelqu'un qui amène un flux d'énergie pour essayer de synthétiser un projet. C'est ça qui me construit, c'est ça qui m'excite, c'est ça qui me fait me lever tous les matins avec le même enthousiasme. Donc c'est ça mon boulot. Et l'humour était une rencontre, et puis c'est devenu pour moi effectivement, on était à un moment en Belgique où il y avait une génération qui avait envie de naître et qui avait besoin peut-être d'un accoucheur un peu, alors très humblement à mon niveau, c'est une jeune c'est cette génération-là. Tu es la sage-femme de la farce. Allez, disons ça, ouais. Et un peu alcoolique aussi. Raconte-moi le moment où vraiment tu as décidé de te lancer dans la production d'humoriste, et ça va faire sourire ceux qui connaissent mon projet au Cirque Royal. Ouais. C'était à l'époque, tu es allé voir un gars qui s'appelle Alexis, qui avait un projet assez particulier. Ouais, c'était un mec qui s'appelait Alexis, et qui s'appelle toujours Alexis d'ailleurs, que j'aime beaucoup, et qui avait monté un projet un peu pharaonique et mégalo de remplir le Cirque Royal avec un ami à lui, autour d'un projet un peu hybride, avec en même temps de l'humour sur scène, mais en même temps un film derrière, une interaction un peu entre les deux. Et puis je me suis dit, j'ai été voir ce truc, j'étais emmené par un ami qui est un ami d'enfance et qui est aujourd'hui un de mes associés, Cédric, et j'ai été voir ce truc, et ça a été une vraie révélation. Je me suis dit, putain, on a des talents fabuleux chez nous. C'est la chose qui me manque le plus quand je suis à l'étranger, c'est notre humour en Belgique. On me rabâche les oreilles depuis 2-3 ans en me disant, vous les Belges, vous êtes formidables, machin, vous avez un humour qui équivaut à des choses, à la bière chez vous, c'est plus qu'une vertu chez vous, c'est ce qui fait partie de la qualité de vie qu'on retrouve chez vous dans votre pays. Trésor national. C'est l'humour. Et je me suis dit, mais putain, il y a personne pour aider ces mecs-là. Et je me suis dit, j'ai rencontré donc le Alexis, et je lui ai dit, let's go, on part pour produire, je pars pour produire ton premier spectacle. Et je l'ai fait en parallèle de mes activités chez Dragon. Et puis on en reviendra d'ailleurs chez Dragon, mais déjà, où t'as trouvé ton argent pour faire ça? Parce que c'est chouette d'avoir des rêves, mais c'est famille un peu riche? Non, absolument pas. Je viens ni d'une famille hyper aisée, une famille normale. J'ai jamais rien reçu de la part de personne, ni subvention familiale, ni subvention d'État. Donc je revendique ça, et j'ai été chercher l'argent où il est, c'est-à-dire dans les banques. Ok, donc t'as pris un risque aussi personnel en disant, j'y crois assez pour pouvoir mettre ma tête sur le et une partie de mes économies aussi. Hein. Okay. Et j'ai sur ce premier projet, sans la jouer Candice en famille, j'ai perdu tout. Donc ce qui aurait pu me refroidir. Ça peut être décourageant. Ouais. Et le deuxième, c'était qui? Alors le deuxième, c'était une rencontre en 2 temps. La première avec Alex Vizorek et la deuxième avec Walter. Et en parallèle de ça, juste derrière, un mec qui s'appelle Cody, qui est un ami d'enfance en fait, et qui, pareil en fait, frustré de le voir déblatérer les meilleurs discours de mariage du monde, je lui ai dit, maintenant c'est terminé ça, je te monte sur scène, et puis tu vas faire la même chose pour tout le monde, quoi. Et donc ça s'est passé en même temps. Ces 3 mecs là, je les ai rencontrés vraiment sur un même timing, et c'est le moment où j'ai quitté mes activités précédentes. Donc il fallait vraiment faire un choix. J'étais devenu en partie actionnaire de ce pan d'activité chez Dragon, donc il a fallu lâcher la proie pour l'ombre un petit peu, parce que c'est vrai que je rentrais j'étais bien, j'étais dans une belle position, dans une magnifique boîte, avec des gens qui me font confiance. Et c'était l'époque de quoi chez Dragon? C'était l'époque où il produisait quel truc? Parce qu'il fait des choses. Céline Dion à Vegas avait déjà été produit. Ensuite on a travaillé sur le Cirque du Soleil. Ouais. Enfin, c'est pas vraiment le Cirque du Soleil en fait. Franco est
un des co-créateurs du Cirque du Soleil, et puis il a créé sa structure en 2000, où il est revenu d'abord avec l'inauguration de l'Euro 2000 de football ici à Bruxelles, et puis ensuite le spectacle de Céline Dion à Vegas. Et puis de fil en aiguille, lui a monté toute sa structure ici en Belgique, avec des projets pharaoniques, dont un spectacle qui s'appelle Le Rêve à Vegas, un autre à Macao dernièrement, à City of Dreams, et puis des projets en Chine multiples. Donc ça s'est fait... Pendant des années, c'était le metteur en scène qui vendait le plus de billets. Mais qui vend toujours. C'est la personne qui vend le plus grand nombre de billets au monde. Au monde. Et c'est un pays qui est à la Louvière, quoi. Et c'est un type qui vit pas loin de la Louvière, et c'est un type, qui a une famille immigrée italienne, self-made man complet. Et il joue avec son image de producteur un peu colérique, ou il est comme ça aussi? Non, écoute, je pense que pour être à ce niveau-là, de gérer autant d'informations à la minute, il faut être, à mon avis, naturellement un peu dingue, et sorti hors du contexte. Certaines phrases, certaines envolées peuvent paraître un peu hystériques ou autres, mais il n'est pas comme ça. C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, jovial, extrêmement créatif. Enfin, moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, quoi. Ça reste une rencontre marquante, et c'est resté une amitié, en tout cas de mon point de vue, et je pense que du sien aussi. On se voit encore, et j'ai appris énormément grâce à cet homme, donc je lui dois beaucoup de choses. Et comment il a réagi quand tu as dit que tu allais le quitter? J'imagine des gens comme ça, ils doivent pas être habitués à ce qu'on les quitte. Non, écoute, ça s'est, je pense, passé extrêmement rapidement et de façon très informelle. C'est pas quelqu'un non plus qui a tendance à pleurer quand on... Donc, il y a autre chose à faire. Et puis, en toute honnêteté, l'activité Dragon ne reposait pas sur mes épaules non plus, donc il m'a juste souhaité... Il a survécu à ton départ? Oui, je te rassure. Il m'a juste dit bonne chance, et il a suivi ce que je fais depuis quelques années, donc, et on est restés très amis, et j'espère qu'un jour on réussira à collaborer ensemble sur quelque chose, donc non, ça s'est très bien passé. Hein. Donc, t'es arrivé avec Walter, Alexis, Cody... Alex Vizorek. Comment ça a mis combien de temps avant de commencer à te faire remarquer un peu? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'ils sont placés un peu partout, et ça se passe assez bien. T'as mis combien de temps entre on essaie pour une première fois et là on se fait remarquer? Ben écoute, c'était assez vite. Ouais, assez rapidement en fait. Je pense que, alors je sais pas, est-ce que c'est un peu de chance, beaucoup de travail, un bon timing, beaucoup d'intelligence de la part des deux parties, et puis une presse qui nous a été très rapidement favorable, mais tout ça s'est monté assez rapidement. Quand j'ai vu Alex, il avait un sketch, qui est un sketch qu'on n'a plus jamais repris d'ailleurs, parce que c'était un sketch un peu alambiqué, un peu compliqué. Pareil un peu pour Walter, mais c'était des gars qui avaient dans l'œil, dans le discours, une intelligence, déjà une connaissance exacte de leurs propositions. Donc c'est des gens, évidemment, avec lesquels on peut aller beaucoup plus vite qu'avec la moyenne. Donc, mais c'est des gars plus vieux aussi. C'était pas des cadres de 16 ans qui disaient j'aimerais bien faire des farces. Ouais. Voilà. Donc j'ai pas dû toutes ces. Vous étiez tous plus vieux en fait. Vous étiez tous en deuxième carrière en gros. Un peu, effectivement, et c'est vrai que c'est marrant que tu me dises ça, parce que j'avais jamais pris suffisamment de recul pour pouvoir me dire qu'effectivement on était un peu des vieux étalons déjà, un peu des vieux chevaux de trait un peu, mais ouais, c'est vrai. Donc je pense que en fait aussi pour faire ces métiers et de façon plus sereine et d'être meilleur plus rapidement, il faut un peu un background, quoi, et on l'avait en tout cas, donc on l'a, donc je pense que c'est effectivement une des choses qui ont permis de faire accélérer aussi le process, quoi. Et pour vous faire connaître, vous avez dû en gros rentrer tous dans la bagnole et puis aller un peu partout, jouer le plus souvent possible. Moi on me dit qu'au tout début c'est toi qui repassais les chemises des gars avant qu'ils montent sur scène. Toujours d'ailleurs, quand je viens voir un spectacle d'un de mes artistes, j'aime bien passer du temps un peu avec eux, une heure avant qu'ils montent sur scène, pour un peu qu'on déconne un peu, etc. Puis et j'aime bien repasser les chemises, ouais. Je sais pas pourquoi, c'est une espèce de petit... Mais t'as des tocs de manière générale, ouais, non? Ouais, un peu.
J'aime. Ce sont des petits gestes aussi, en fait, des petits gestes qui transmettent juste une chose, qui est de dire on s'aime bien, on se respecte, et voilà ma position. C'est pas dans l'absolu l'image je repasse ta chemise, ça veut dire je suis à ton service. C'est juste moi, mon travail, il est avant, éventuellement après. Le tien, là, maintenant, il va être dans 10 minutes, quoi. Donc, c'est le message que peut-être qu'intuitivement, je veux faire passer. Hein. T'as ramassé des humoristes à la petite cuillère? Oui, mais tous les jours. Tous les jours. C'est un métier... Qu'est-ce que l'humoriste? Mais c'est ça qui me fascine, en fait. Et je pense qu'intrinsèquement, c'est ce qui m'a fait me plonger dans cette énorme aventure un peu de l'humour. C'est, une volonté d'appréhender une discipline qui est extrêmement complexe, que je compare aux mathématiques, que je compare à certaines sciences exactes ou inexactes, mais c'est ça. Et puis la difficulté de ce métier à être humoriste, c'est, je pense que ceux qui n'ont pas vécu ces instants où on se prend un bide absolu devant une salle de 40 personnes ou 100 personnes qui en ont rien à foutre de ce qu'on dit, c'est quand c'est une salle, t'es déjà chanceux déjà. Ouais, déjà. Quand c'est pas un resto ou un bar. Complètement. C'est d'une violence. On est seul au monde. Moi, vivant ce genre de scène, quand je suis avec un de mes artistes, je joue le spectacle aussi. Donc je suis aussi fatigué que lui après le spectacle. Et ces bides-là, je les ai vécus dans ma chair aussi, quoi. Donc j'ai énormément de considération pour cette discipline-là. Et ce pourquoi, et je la considère tellement difficile que je pense y avoir un rôle à jouer, et un rôle à jouer avec l'artiste. C'est pour ça que j'ai de la considération pour mon métier de producteur et de sa valeur de collaboration avec l'artiste, parce que c'est très dur, parce que c'est une discipline où il faut se remettre en question tous les jours. Ça fait combien d'années au tout début, j'imagine que t'étais le soir à peu près jamais à la maison? Non. Et comment ça se passe à la maison quand tu annonces, parce que toi, t'as une famille? Ouais. Pas entrer dans le personnel, mais t'es avec quelqu'un et t'as des enfants. Ouais. Quand tu dis, tiens, et puis en plus, si ma mémoire est bonne, tu travaillais au même endroit que ta femme. Ouais. Et tu lui dis, ah tiens, finalement, on va plus jamais se voir parce que moi, je vais me mettre à travailler de soir maintenant. Alors, évidemment, il faut essayer de pas lui présenter comme ça. Mais elle... De toute façon, enfin, je veux dire, je pense, on va pas faire des définitions du couple, etc., et de ce qu'on attend dans le couple, mais on est qui on est, je suis qui je suis, j'ai un peu une âme de gitan, un peu comme ça aussi, donc j'ai toujours privilégié absolument dans tous mes rapports d'amitié et amoureux, le qualitatif plutôt que le quantitatif. Donc, alors, est-ce que c'est juste une phrase toute faite ou est-ce que ça... Ouais, est-ce que c'est une excuse? C'est ça que tu dis toi-même pour te... Non, parce qu'il n'y a pas de fuite, il y a juste que je suis passionné par ce que je fais. C'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui m'allume. Donc, je pense que la personne qui est avec moi, si elle m'aime parce que je suis quelqu'un qui s'allume pour ce genre de choses aussi, qui a des valeurs à défendre et des choses à défendre. Donc, et c'est mon métier qui me fait me lever, me révolter, etc. Donc, l'un dans l'autre, les deux choses sont imbriquées. Donc, on peut pas avoir l'un sans avoir l'autre, et ça se passe merveilleusement bien. Je veux dire, moi, j'ai quelqu'un qui accepte ça, et je ne mélange volontairement pas les deux. C'est-à-dire que je préserve ma famille et ma vie de famille, je les préserve du métier. J'essaie de leur parler le moins possible de ce que je fais, et inversement, j'essaie de pas mélanger, parce que c'est un métier de fou. Donc, c'est un métier où des gens peuvent, mais littéralement, tomber dans une forme de folie. Mais t'en as déjà vu, j'imagine. Oui, bien sûr. Et le métier de producteur aussi, et surtout même d'ailleurs. C'est quoi le danger? C'est de devenir mégalo quand t'es producteur? Non, pas du tout. C'est de devenir fou et gris, parce que c'est un métier où on n'a aucune reconnaissance, où le risque est maximal tous les jours, où on ne reçoit presque jamais d'amour. Comment vous êtes perçu? Comment t'as l'impression que ton métier est perçu? Genre quand ça se passe mal et quand ça se passe bien? Alors, souvent, dans l'imaginaire collectif, le producteur, un peu, c'est celui qui gagne plein d'argent, qui reçoit l'argent d'on ne sait pas qui, donc il y a un coffre dans un bureau, et qui distribue en fonction de s'il se fait bien sucer ou pas.
En l'occurrence, c'est absolument pas ça. Le vrai métier de producteur, je le disais, c'est quelqu'un qui est capable. C'est ma définition, c'est la mise en adéquation d'un projet artistique avec un projet financier. Donc, il faut avoir une maîtrise absolue de ces deux éléments de l'équation. Un projet qui se passe bien, c'est quand l'adéquation se fait bien. Un projet qui se passe mal, généralement, c'est quand il y a un des deux éléments qui déséquilibre l'autre. Donc ça, c'est le métier, sans rentrer dans tous les détails. Tu prends des claques en permanence. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu es dans une phase d'euphorie extrême parce que sur 3 jours de la semaine, tu as vendu un projet à la télé, un spectacle qui s'est super bien passé, 3 artistes qui sont super heureux et qui t'appellent pour te dire que tu es formidable, etc. Et puis, le lendemain, plus rien, quoi. Tu perds 25 000 € sur un projet, la télé te répond même plus, il se passe plus rien, t'as l'impression d'être le mal aimé de service, et donc ça crée chez toi une espèce de maniaco-dépression permanente. Donc si tu n'as pas un équilibre au niveau familial sur le côté, tu peux très vite, et ceux qui n'ont pas ça tombent très vite dans la maniaco-dépression, ce que je ne suis pas. Donc pour le moment. Pour le moment. Donc voilà. C'est quoi ton plus grand high de carrière de producteur? Pour l'instant, le moment où tu fais, quand tu y repenses, tu te dis ouais, ça c'était quand même j'imagine qu'il y en a quelques-uns. On peut raconter en 2-3, mais ouais, il y en a plein. Je peux avoir des anecdotes pour chaque artiste, donc je vais pas en citer une. Enfin, le moment où on a dit oui ensemble pour faire cette idée dingue du Cirque Royal, et puis de voir cette salle remplie, et puis de voir tes yeux comme ça juste 2 minutes avant de monter sur scène. J'ai évidemment moi l'image de ces mêmes yeux dans cette toute petite salle du théâtre qu'on a fait ensemble, où tu t'es pris un demi-bide, mais tu l'as fait, et puis c'est là où t'as pris le premier shoot un peu d'adrénaline, et puis donc moi c'est souvent, c'est pas un événement, c'est souvent une liaison entre 2 événements qui moi on est là maintenant. Voilà. Donc tout ça pour dire, pour faire de la philosophie à 2 francs 6 sous, c'est plutôt le chemin qui m'intéresse plutôt que le momentum, si tu veux, quoi. Oui, parce que j'imagine que c'est des hauts et des bas de toute façon. Une journée t'es génial, une journée t'es ouais, ouais, ouais. Et puis c'est comme ça, c'est-à-dire que, et même et je m'en désole parfois, mais c'est vrai que je m'en désole, mais je m'en plains pas. C'est vrai que des fois, enfin, le producteur il est génial quand c'est le début, quoi, quand c'est lui qui met tout l'argent et qui prend tous les risques, et puis qui va se battre pour l'artiste en se levant à 7h du matin tous les jours pour aller faire le guignolo devant des mecs de télé qui en ont un 3/4 rien à foutre. Donc là, le producteur, il est génial. Souvent, une fois qu'on remplit des salles de 10 000 personnes, le producteur est tout de suite un peu moins génial, quoi. Voilà. Donc ça, c'est arrivé souvent autour de moi, ce genre de choses. Ce portrait-là, me déplaît un petit peu. J'ai pas de rapport marxiste au métier, c'est-à-dire que je suis plus philosophiquement libertaire, on va dire, donc je laisse un espace de liberté aux artistes. Il n'y a pas de lien ce ne sont pas mes employés, et puis j'essaie de laisser le plus de liberté possible, de liberté d'action, y compris au niveau business aussi. Donc ça me préserve de ces dépressions-là, je pense. Avant que Kings of Comedy arrive, tu as eu des humoristes qu'on connaît bien qui marchaient super bien en Belgique, et j'ai l'impression qu'il y a eu un creux, que dans les 10 dernières années, il n'y avait pas eu vraiment de nouveaux humoristes. Et quand vous êtes arrivé, est-ce que tu as eu l'impression que ça dérangeait un tout petit peu ou pas? Ou au contraire, les gens disaient « Ah, c'est cool qu'il y ait des nouveaux. » Alors, j'ai eu un sentiment partagé. Je pense que off the record, ça a dérangé beaucoup de monde. Après, on a essayé le plus possible de bien faire les choses. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas positionné en opposition à la génération précédente non plus, étant donné qu'ils ont fait des belles choses. Je pense juste que
on a une façon de faire qui est un peu différente, on a une proposition qui est un peu différente aussi, et que il n'y a rien à faire, c'est la loi du genre. À un moment, le conflit de génération, et que ça soit en business ou artistiquement, il est nécessaire, quoi. Donc, il y a presque un lien un peu psychanalytique, il faut tuer le père, quoi. Ce qu'on a fait un peu avec Pirette. Mais oui, comment ça... J'aimerais savoir ton point de vue sur cette histoire-là. Comment ça s'est passé déjà? Qui a vendu le projet à l'RTBF? Quand est-ce de rentrer dedans? Donc, c'est pour le Belge Comedy Show. On a pratiquement rien à voir dans cette affaire. François Pirette avait de son côté créé un projet de toutes pièces. C'est lui qui a pitché à l'RTBF? Oui, complètement. Donc nous, on n'a absolument rien à voir là-dedans. Il est venu voir un Kings of Comedy Show qui s'était, je pense, assez bien passé. Et il a aimé l'esprit de troupe, la façon dont on traitait certaines choses et une forme un peu nouvelle. Donc il est venu nous voir et il a dit que ça l'intéressait. Et puis après, j'en ai plus jamais entendu parler. Il s'est adressé en direct auprès de nos artistes qui ont décidé, pour la plupart, pas tous, de faire partie de cette émission, à juste titre, et avec mon accord. Maintenant, très honnêtement, je pressentais le coulage, quoi. Je sentais que ça allait pas bien se passer, quoi. Maintenant, voilà, j'ai du respect pour l'artiste qu'il est. Nous ne voyons pas les choses de la même façon. Tant mieux, tant pis. En gros, il n'y avait pas de relation avant, il n'y a pas de relation maintenant. Non, absolument pas. Absolument pas. Et je pense même que ça a été salutaire pour un certain nombre d'artistes qui, plutôt que de se dire nous sommes sous le joug de... c'est quelqu'un qui a énormément de place en Belgique et de façon très justifiée. Donc peut-être qu'il valait mieux pour nos artistes que cette aventure n'aille pas plus loin, en fait. Je vois. Comment tu... On parle souvent de l'humour en Belgique en disant on est ci, on est ça, il y a tel... Ouais. Mais toi qui donc est assez lié avec le Québec, parce que bon, dans Kings of Comedy, il y a aussi Juste pour rire, Gilbert Rozon, donc le juge québécois de la France a un incroyable talent. Ouais. Tu as aussi une vision avec ce qui se passe au Québec pour parler de la francophonie. Complètement. Comment est-ce que tu juges l'humour, l'état actuel de l'humour en France? Est-ce que tu trouves que par rapport à la Belgique, c'est en avance, c'est en retard, c'est quoi? Où est-ce qu'ils s'en vont? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ça se développe? Alors c'est difficile de faire des généralités parce qu'il y a évidemment une quantité d'exceptions. Je pense qu'il y a des très bonnes choses. Je pense qu'il y a un excédent peut-être de rigolisme du côté français qui à un moment... Il y a des rigolos partout. Hein. Ouais, a créé un peu un petit appel d'air vers des choses plus fraîches, qui ont un peu plus de sens, qui sont un peu plus travaillées. Et je pense que ça va arriver là. Je vois naître quelques talents et des gens qui ont énormément de qualité et qui sont de nouveau attachés à l'écriture, au vrai travail d'humoriste. Maintenant, l'idéal pour nous en Belgique, c'est de pouvoir faire une synthèse entre les deux cultures, quoi. Entre une culture québécoise très anglo-saxonne avec le sens de la line, l'obsession de l'efficacité. L'obsession de l'efficacité, cette valeur très empirique sur l'humour en disant ça marche, on garde, ça marche pas, on gicle, de tester en permanence, d'écumer les comédie clubs avec du nouveau matériel et puis organiquement travailler sur son spectacle tous les jours un petit peu avec une virgule, un tempo un peu nouveau, etc. Donc ça, je trouve ça, c'est quelque chose qui moi me stimule beaucoup dans cette vision de l'humour, parce que pour moi l'humour c'est de la mathématique, qu'on le veuille ou non. Il y a une énorme différence entre être un comique de comptoir et être un comique sur scène. C'est de l'horlogerie. Kian, la semaine passée, disait qu'il y en a qui faisaient répéter avec des métronomes au début du siècle. Seinfeld dit que les drummers sont des bons humoristes des fois parce qu'ils ont le sens du rythme. Complètement. C'est pour moi rire, plus que la réaction physique ou chimique, c'est faire rire. C'est si tu veux, une musique, un tempo, un jeu de tension et de relâchement, quoi.
Donc je pense que les bons humoristes sont des gens qui ont cette maîtrise-là, la maîtrise du rythme et de la mise en tension et du relâchement. Alors il y en a qui sont très doués sur des formes plus courtes, il y en a qui sont doués sur des formes plus longues, donc comme en musique tout simplement, il y a des sonates, il y a des symphonies, mais c'est ce qui me fascine au Québec, cette culture empirique du rire, très mathématique, qui fonctionne bien. Parfois je pense que ça manque peut-être un peu de fond qu'on retrouve en France pour certains artistes, avec parfois un déni pour l'efficacité et pour parfois le plaisir à être sur scène aussi, et le delivery quoi un peu. Et j'ai comme l'impression que chez nous en Belgique, on va être peut-être capable de synthétiser un peu ces deux cultures. En tout cas, moi c'est un peu mon objectif. De faire avec en humour en Belgique, ce que pendant un bout de temps les groupes de musique belges, certains vent en poupe, ou certains acteurs belges ou animateurs belges. C'est une grande frustration aussi que j'ai de me dire putain, on a le nombre de talents qu'on a chez nous en Belgique. Alors nous on nourrit cet éternel complexe qui est cultivé évidemment par un ensemble d'éléments, mais oui, mais moi j'en ai marre en fait de la position qu'on a, qui est une position souvent on a du mal à soumis par défaut, exactement. Alors c'est vrai qu'on est un petit pays, une culture assez jeune, etc. Je trouve pas que c'est un petit pays. Moi je trouve que c'est un des plus grands mensonges on dit toujours mais la Belgique on est un petit pays. Quand tu regardes par exemple, prenons juste l'exemple du Danemark, c'est assez souvent le nombre de films qui vont sortir, de séries, alors que le Danemark, je crois au complet, ils sont pas à 5 millions de personnes. Donc ils sont une Wallonie-Bruxelles. Absolument. Et c'est le simple fait de se dire ah oui, mais on est petit. C'est comme se dire le flamand c'est difficile à apprendre. T'es certain que tu vas pas l'apprendre si tu commences en te disant que c'est difficile. Ça vient d'un manque de confiance. Regarde ce que fait la Flandre au niveau humoristique, c'est énorme. T'as des stars qui remplissent des stades, non? Complètement. Alors ils vivent en autarcie, donc ils vivent sur 6 millions de personnes, mais ils ont des magazines qui sont dédiés. Ils ont effectivement, comme tu dis, les humoristes flamands remplissent des stades chez eux, et parce que tout simplement, là on ne parle pas de communautaire, je veux pas faire de politique, c'est juste que le talent est reconnu à sa juste valeur en Flandre. Chez nous en Wallonie, on a tendance à ou comparer à la France directement, ou sous une forme de réflexe à se dire le succès, je doute. C'est un peu vulgaire. Attention à pas se laisser embrigader par du marketing, par du truc. On sort vite la carte du mégalo. Un peu, et ce manque d'ambition est une maladie. Je pense que y a un remède très simple. C'est quoi le truc qui t'a fait? Toi, tu vas souvent pitcher des projets. Ouais. Il doit y avoir des fois des phrases où on t'a dit un truc où tu dis mais là c'est pas possible quoi. Ouais, souvent, hein, pour ne pas dire très souvent. J'essaye le moins possible. Qu'est-ce qu'on dit le plus souvent? Ça, je sais pas, oui, mais le public. Ça va pas être possible. Ou alors, ce qu'on le public est pas prêt? Le public est pas prêt. Ou alors, c'est pas ce que les gens veulent. Et alors ça, c'est quelque chose qui me... Ça va être le titre de ta biographie. Ouais, non. C'est pas ce que les gens veulent. C'est pas ce que les gens veulent. C'est une bonne idée, ouais. Et ça, c'est un truc qui me fout hors de moi. Vraiment, parce que ça va à l'encontre même de tout ce qu'on fait, de tout le travail qu'on fait. Tu sais, juste avant le début du podcast la semaine passée, Yann Kojandi, donc le mec de Bref, disait, c'est drôle parce que pendant un petit temps, je me disais que j'étouffais un peu en France et que j'avais envie peut-être d'aller vivre au Québec pendant un bout de temps, voir qu'est-ce qui se passait. Parce que je me disais que, et je me souviens plus exactement comment il dit, je veux pas défendre. Il vient de vivre en Belgique, fiscalement, c'est même plus intéressant pour lui, je pense. Et il peut jouer au Comedy Club quand il veut. Quand il veut. Mais ce que je trouvais intéressant dans ce qu'il disait, c'est que je me reconnaissais pas nécessairement dans un certain type d'humour, de trucs qui marchaient, qui étaient populaires. Et jusqu'à ce que je réalise que ce qui est populaire, t'es à un succès de le changer. Et c'est, en fait,
fait, moi je trouve que ce que tu dis est vrai, mais qu'avant c'était peut-être la faute, 100% de la faute, on dit, soit des producteurs, soit des télévisions, soit ce que tu voudras. Mais aujourd'hui, produire quelque chose, tu sais, avec ton téléphone puis ton Bien ordinateur, je trouve que c'est de plus en plus la faute des artistes. Il n'y a pas de truc. Faute. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je suis. Alors, on doit encore fonctionner avec la télévision, la radio, etc. Enfin, les médiums classiques. Canaux de diffusion. Les canaux de diffusion classiques. Mais je te dirais que sans rentrer en long et en large dans un plan stratégique, grâce à Internet, grâce aux moyens de production qui sont de plus en plus simplifiés, on arrive à produire de la qualité, pas forcément avec un iPhone, mais déjà avec des appareils photo, avec des choses comme ça. Et comme tu dis, maintenant, c'est à nous, producteurs, artistes, à prendre l'initiative et à faire tout simplement. Faut pas parler, il faut produire. Voilà, il faut produire. Il faut, je pense, se détacher de cette attente qui n'est de toute façon plus le modèle économique d'aujourd'hui, d'attendre qu'on vienne à nous, d'attendre que la télévision dise oui sur un pitch, d'attendre qu'un dossier soit transféré à la bonne personne, etc. Maintenant, by the way, pour tous les apprentis, oui c'est ça, tous les apprentis humoristes ou les gens qui veulent faire de la télé, sans vouloir décourager, parce qu'il faut absolument pas se décourager, il faut produire, mais essayer de vendre une idée d'une télévision avec un pitch de 2 pages, non, ça sert à rien. Ils ont pas le temps. Non, ça sert plus à rien. Mais même à un producteur, j'allais dire, moi je lis plus les pitchs de montre-moi. Montre-moi ce que tu fais, montre-moi ce que tu veux, montre-moi des images, fais-moi écouter quelque chose, amène-moi quelque part. C'est pareil, les télévisions maintenant, il faut un peu. Et c'est pas nécessairement là qu'est l'argent. Hein. Encore une fois, sans vouloir décourager, il y a plusieurs émissions que vous regardez à la télé qui ont été achetées pour la somme modique de 0 €. 0 €. Et c'est pas une blague, c'est pas pour exagérer, c'est pas pour faire un point. Et donc le seul intérêt de la personne qui le produit, c'est de se dire, si je deviens populaire grâce à la diffusion, je pourrais vendre autre chose. Donc de dire, je le mettrai pas sur Internet parce qu'Internet je ferai pas d'argent alors qu'en télé je vais faire de l'argent. Et c'est fini ça. Non, et c'est tant mieux d'amener cette vision. Aujourd'hui, un nouveau modèle économique qui amène à fonctionner en 2 temps ou en 3 temps. Je trouve ça très très bien, moi en fait. C'est même d'ailleurs plus naturel. C'est-à-dire que c'est l'anti-star académisme, si tu veux, quoi. C'est de se dire, ben voilà, maintenant on a des instruments qui permettent vraiment où on se montre à notre juste valeur, où on a 100% de la responsabilité du contenu livré, ce qui est formidable et qui peut même aujourd'hui, vu les instruments qui sont à disposition, peuvent être en plus hyper qualitatifs et presque achetés tel quel par la télévision. Donc on a le moyen de se montrer, on a Internet, etc., qui maintenant va avoir une vraie valeur, une valeur d'audience, donc qui va être un vrai baromètre pour les gens de télévision. Donc il faut prendre possession de ce médium-là et de ces médiums-là différents et de s'en servir pour continuer à créer, produire, livrer. Et je pense que ce qu'il faut pas oublier quand t'es dans n'importe quel domaine, aujourd'hui, tous les artistes ont certaines frustrations en disant oui, mais aujourd'hui, il y a telle chose. Exemple, il y a moins d'argent en télé. Et ça, il y a moins d'argent. Mais c'est un fait. Oui, mais ce qu'on se rend peut-être pas toujours compte, c'est qu'on a accès à des choses que ceux qui ont vécu il y a 40-50 ans, qui eux avaient plus d'argent pour la télé, nous envient à crever. Le fait de pouvoir tout faire soi-même sans demander l'avis de qui que ce soit. Le fait, il y en a des musiciens qui ont dû jouer 15 ans dans des bars en espérant qu'un producteur vienne les voir. Aujourd'hui, tu le mets sur YouTube, tu fais 1 million de views, ils le savent tous quitter, quoi. Voilà, complètement. Et tu viens de mettre le point sur une vraie révolution. C'est vraiment et la révolution, elle va, je pense, se faire aussi en 2 temps, tant au niveau des artistes qui deviennent des petits producteurs d'une certaine façon, et les producteurs qui deviennent plutôt on va dire des diffuseurs, c'est-à-dire que maintenant l'enjeu pour nous producteurs est de maîtriser à terme les moyens de diffusion, les canaux de diffusion, les nouveaux canaux de diffusion. C'est un gros dossier sur lequel vous planchez. Oui, complètement. Les producteurs de manière générale. Toi, oui. Parce qu'on se connaissait. On fait pas comme si on se connaissait pas. Je sais ce que tu fais. Je connais un peu la stratégie, mais c'est un peu le mot maintenant. En gros, quand tu veux faire un truc artistique, il y a 4 choses. Il y a la création. Ouais. Il y a la production. Ouais. Il y a la diffusion et il y a la monétisation. Complètement. Avant, l'artiste pouvait faire une chose. Aujourd'hui, si une superstar peut faire les 4 à lui tout seul. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Et donc c'est ça qui change le métier aussi. Ça change le métier. Je ne me considère
pas du tout en danger. Oui, t'as pas l'impression que dans 30 ans, non, absolument pas, mais que chez McDo, quoi. Non, mais que du contraire, il y a un repositionnement de notre métier, c'est-à-dire que le producteur à l'ancienne, qui en donnant 3 coups de fil permet à lancer une carrière, etc. En faisant chanter chez Drucker. Oui, avec des contrats hallucinants, c'est fini. Je pense que demain, les artistes seront un peu leurs propres producteurs, qui auront une relation avec un producteur qui sera une relation extrêmement saine sur des enveloppes ouvertes, avec éventuellement un budget de développement qui sera confié à l'artiste et qui sera obligé de gérer lui-même. Et puis ensuite, l'enjeu de nos métiers de producteurs sera de continuellement travailler sur les nouveaux moyens de diffusion. Comment présenter un artiste au plus grand nombre, comment ça va être en maîtrisant les outils de diffusion sur le web, comment monétiser ce contenu sur le web, ça va être en effectivement diffuser au travers de festivals et créer un vrai réseau de festivals où on va pouvoir s'échanger culturellement des nouvelles choses, etc. Bref, petit hommage à Kian. C'est devenu impossible de dire le mot bref sans penser à eux. Hein. Là, c'est une marque déposée. Copyright sur un mot de langue française, c'est fort. Bravo les mecs. Hein. Tout simplement en offrant le plus grand terrain de jeu possible aux artistes. Je pense que l'enjeu demain pour les producteurs de demain, c'est de maîtriser cette cour de récréation et c'est d'essayer de donner le spectre le plus large possible pour que les artistes puissent s'exprimer. C'est ça l'enjeu de notre métier. Ça ne sera plus que sur le contenu, ni sur les 4 coups de fil qui vont faire que la vie de l'artiste va changer. Je pense que ça sera vraiment sur les nouveaux moyens de diffusion et dans l'accompagnement par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment l'enjeu majeur pour notre profession dans les années qui viennent. Mini parenthèse, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'aspirants humoristes, je le dis souvent, qui écoutent, ou de jeunes humoristes qui écoutent. Et arrêtez tout de suite. D'écouter ou de faire de l'humour? Non, écoutez, continuez. Écoutez. T'es en train de me casser mon truc. Et avec, l'épisode de la semaine passée, je sais qu'il y a pas mal de Français qui ont téléchargé aussi, et c'est pas évident nécessairement de trouver un producteur. Toi, au début, t'as signé beaucoup d'artistes, forcément. Maintenant, t'es à un point, on peut dire, on signe moins facilement. Mais comment est-ce qu'on fait quand on dit, j'ai l'impression d'être un peu marrant, tout le monde me dit que je suis marrant, j'aimerais quand même ça, déjà me tester ou voir qu'est-ce qu'il y en a. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut? Déjà, si vous voulez lire des livres, il y en a qui se demandent comment faire. Il y en a un qui est super, qui est le livre de Christine Béroux, qui est une humoriste française, qui, en gros, reprend toutes les mécaniques et te les met dans... C'est vraiment un livre de recettes. Ouais. Et t'as aussi, je le connaissais pas, c'est Joss Houben, qui est un Belge qui a fait des conférences partout qui a fait une conférence formidable. Et qui, que j'en ai parlé la semaine passée, j'étais allé sur Amazon et je l'ai téléchargé, j'ai commandé. Et vous pouvez le commander sur Amazon et qui t'explique pourquoi le corps humain déclenche le rire. Voilà. Complètement. Donc déjà ça pour les techniques. Je vous le conseille. Et puis... et pour se faire remarquer maintenant. Pour se faire remarquer. Alors... Comment on fait pour attirer ton attention? Il y a plein de façons de faire. Je pense que ce qui touche un producteur, c'est une singularité. Donc je pense qu'il faut se concentrer sur ce qu'on est et la singularité qu'on a à proposer déjà. Pour donner un exemple, c'est-à-dire que si tu dis tiens, je vois quelqu'un qui est un peu un genre de Gad Elmaleh, tu dis ok ouais non, parce que si t'es un genre de Gad Elmaleh, pourquoi aller voir lui alors que tu peux aller voir Gad Elmaleh? En tout cas, moi ça ne m'intéresse pas. Moi en tant que producteur, ça ne m'intéresse pas de thésauriser un mouvement ou un style. Donc moi j'aime bien avoir des artistes qui ont chacun un style très singulier et puis qui copient pas forcément. Après on est tous une synthèse de quelque chose, mais moi c'est pas forcément ce qui m'attire. Alors ça peut être une personnalité, enfin s'il faut parler de notre relation à nous, moi ce qui me plaît chez toi, c'est t'as non seulement une vraie connaissance technique, mais aussi une forme de mégalomanie jouissive, assumer l'envie de créer un événement autour de quelque chose. Ça, pour moi, ça me donne du sens, ça a une résonance. Chez certains, ça va être une capacité à livrer de la qualité tous les jours, de façon récurrente et à s'en rendre malade. D'autres, ça va être essayer de réinventer certains codes. Là, si je peux très rapidement parler d'un artiste, le dernier artiste qu'on a signé qui s'appelle Alexandre Barbe, qui est
moi, j'ai un énorme coup de cœur pour cet artiste parce que il fait partie des personnes qui prend le risque de inventer des codes, créer des effets de rupture et des effets comiques nouveaux. Et ça, moi, c'est quelque chose, effectivement, je suis Alex Bah, pour ceux qui connaissent pas, a la particularité incroyable d'être à la fois donc drôle, mais surtout fascinant. C'est-à-dire que tu le regardes et tu t'arrêtes pas de te dire quand tu le regardes, mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Et t'es fasciné par le risque qu'il prend à chaque seconde. Et il était venu jouer au Comedy Club à Bruxelles. Il était en France, pour ceux qui nous écoutent en France. Oui, il est encore jusqu'à la fin de l'année au Théâtre Galabru. Voilà, et trouver drôle ou pas drôle, ça c'est chacun ses goûts, mais c'est impossible de se faire chier en allant le voir parce qu'il est fascinant. C'est comme regarder un éléphant avec une tête de girafe, tu vois. Au minimum, tu vas te demander ce qui se passe. Il sera ravi de l'image mais oui, moi en gros, ben voilà, moi c'est ça qui me fascine. Ce sont les éléphants avec des têtes de girafe. Ça va être le titre de ma bio. Éléphant avec une tête de girafe. Vraiment, c'est ça. Freak, pas freak show, mais particularité. Oui, particularité. Et alors après, la façon, c'est-à-dire, moi, je suis pour l'école du désapprentissage, quoi. Donc, je crois que il faut surtout pas montrer ses références, les maquiller le plus possible, continuellement apprendre à désapprendre. Sortir du rail, créer des choses nouvelles. Moi, en tout cas, moi, c'est une des choses en tant que producteur qui me touche, c'est ma sensibilité. Alors, elle est peut-être personnelle, mais c'est la seule façon, moi, de me catcher, en tout cas. Un artiste qui est capable de catcher mon attention, il tend vers ça. Il tend à une proposition nouvelle. Alors, ça peut être une surprise, un genre nouveau, voilà, il doit pas forcément déclencher le rire chez moi, je dois pas, mais ça va pas forcément me faire rire, mais en tout cas, je dois me dire, putain, ce mec-là a une proposition, quoi. Il y a deux choses que moi, qui m'obsèdent quand je fais ce que je fais, parce que j'avais entendu à un moment donné qu'il y avait 3 couches si tu voulais faire un bon spectacle. Si tu essaies juste d'être drôle et qu'en dessous c'est du vide, ben en gros, si tu te fais chier entre chaque punchline, tu vas jamais aimer un spectacle. Complètement. On m'avait dit, fais d'abord un truc qui soit intéressant, puis rajoute la deuxième couche qui est divertissant, puis après ça, rajoute la couche qui est comique. Ce qui fait d'être intéressant ne te dédouane pas du fait d'être comique. Non. Mais au moins, si t'es pas comique, on atterrit sur du divertissant, puis au pire, on atterrit sur de l'intéressant. Et ces shows-là, ils sont toujours au minimum. Si tu sors, le rythme, si tu sors et tu te souviens que putain, t'as ri mais tu t'es fait chier, tu vas jamais en parler. Non, et ça m'intéresse absolument pas, ça d'ailleurs. Ces humoristes-là ne m'intéressent pas. Je suis plutôt de cette école du côté américain avec des mecs George Carlin, Andy Kaufman, Pryor, cette vieille école-là c'est 3 humoristes, juste pour situer, c'est 3 humoristes des années 70 qui, en gros, après l'invention du stand-up, à peu de choses près, par un gars qui s'appelait Lenny Bruce, sont ceux qui ont pris et qui ont amené ça à un autre niveau, et tous ceux qu'on aime aujourd'hui sont nés parce que... Des enfants de ça. Oui, exactement. C'est le fond et la forme, c'est-à-dire que c'est essentiellement d'abord des gens intelligents. Mais pour donner une idée, juste pour George Carlin, juste pour prendre un exemple, c'est un gars qui a commencé en faisant des blagues, il appelait ça son humour de Mickey Mouse. Il faisait des blagues pour un peu tout le monde, mais il sentait, c'était dans les années 60, 70 aux États-Unis, qu'il y avait un gros mouvement politique de révolte et de révolution, et ça le faisait chier. Il se disait, merde, j'ai l'impression d'être à côté de la plaque avec mon humour pour bourgeois qui sont à Disneyland. J'ai envie de plutôt connecter avec la jeune génération. Et à ce moment-là, il a changé son look. Il est allé faire la tournée des campus un peu partout. Il s'est mis à porter des t-shirts un peu psychédéliques, s'est laissé pousser les cheveux et s'est mis à prendre, lui, pour le coup, toutes les drogues qui existent dans le monde, genre avec abus un peu, mais bon, voilà. 2 fois chaque, mais dans vraiment un gros discours qui était beaucoup plus en phase avec son temps. Mais il a accepté de reculer parce qu'il avait fait un album qui était l'album le plus vendu de l'histoire de la comédie, et son deuxième album s'appelait AM et FM, et c'était sur la face A, c'était son ancien type d'humour, et sur la face B, c'était ses nouveaux trips psychédéliques. Ouais. Et c'est ça qui fait que jusqu'à sa mort, il est resté pertinent. Oui, et c'est évidemment une référence, et là je conseille à tout le monde de non seulement lire ces différentes bios qui ont été faites
plutôt, je suis pas sûr qu'il y en ait une qui ait été éditée en français, mais ce sont des bibles, vraiment, sont des références. Même si t'aimes pas l'humour, by the way, parce que c'est un gars qui avait une réflexion philosophique à la base. Il y a tout un sketch sur est-ce que le temps n'existe pas, et c'est tout son sketch de je sais pas combien de minutes. Non. Et puis ce rapport, en fait, moi, ce qui me touche chez ces gens, c'est probablement aussi une forme de désespérance aussi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une hypertrophie du réalisme, et donc ça me touche moi en tant qu'homme, parce que il touche à quelque chose qui est essentiel, qui est un remède en fait, qui est un remède à je vais faire un peu un télo, mais à l'existentialisme. En fait, c'est un remède absolu, miracle, de pouvoir aborder des sujets qui sont absolument impossibles ou intraitables hors actualité journalistique, et eux, grâce à une déformation, à un biais, arrivent à nous faire rire là-dessus. Ça a une valeur infinie. Pour quelques génies, il y a beaucoup qui sont pas bons, comme dans n'importe quel domaine. Ouais. Pour des Roger Federer, t'as beaucoup de genre moi, mais est-ce que tu comprends ceux qui en ont marre de l'humour? Parce qu'en ce moment, l'humour, c'est un peu le nouveau truc à la mode. J'ai l'impression que c'est toi qui dis que l'humour, c'est un peu les nouvelles, c'est le nouveau rock'n'roll. Parce que t'as beaucoup de jeunes qui essaient d'en faire au lieu de jouer de la musique dans des garages. J'ai l'impression, en tout cas, que moi, ça me laisse, j'ai probablement biaisé, mais, et tu comprends l'espèce d'écœurantite, je veux dire, qu'il peut y avoir? Ouais, peut-être. Alors, je compare ça. Je dis, pour le moment, on est, dans la phase yéyé du rock'n'roll. Même si la prémisse de mon raisonnement, c'est de dire que comedy is new rock and roll, c'est-à-dire que je pense vraiment que avec des choses à dire et on peut foutre le bordel intelligemment et réveiller des pulsions positives en fait dans ce putain de climat du moment aujourd'hui où on nous parle que de crise, de trucs, de viol, d'islamisme, de toutes ces choses-là. Je pense que l'humour est un remède. Donc ça, c'est une première chose. Et l'abus de remède peut justement... Mais comme dans toute période, c'est normal. Il y a un mouvement qui s'est enclenché, avec un appel d'air aussi probablement mal interprété, c'est-à-dire que les médias se sont dit tiens, là on tient quelque chose, c'est-à-dire que les gens, une fois de plus, on reparle de ce que je te disais tout à l'heure, les gens veulent ça, les gens ont besoin de rire, donc c'est ce qu'on nous dit, les gens ont besoin de rire. Alors ce qui fait que dans tout appel d'air, à un moment, tu aspires de la marde aussi. Un aspirateur ne sélectionne pas forcément ce qu'il aspire. Donc, et c'est là que toi, tu essaies de jouer un rôle avec ta marque, justement, de dire, je vais essayer de faire le ménage pour proposer que... Oui, justement, ça c'est notre rôle, c'est d'essayer de servir de courroie de transmission entre des envies, un public, des médias, etc., et des artistes qui ont des choses à proposer. Alors nous, on joue cette courroie en disant, on essaye de proposer des choses qualitatives, on essaye d'être un juste lien entre les deux, entre une offre et une demande, on va dire, pour parler un peu vulgairement, mais je suis conscient qu'il y en a beaucoup, c'est-à-dire que pour le moment, les humoristes sont utilisés à toutes les sauces. Je pense que c'est aussi... comme tout artiste, il se dit que je serai quoi demain, donc les artistes ont tendance à prendre un peu tout ce qu'on leur propose aussi, parce que il y a de l'argent, ça met en sécurité, ça permet de créer éventuellement d'autres choses aussi derrière, donc je pense que ça vient pas forcément d'une impulsion des artistes, ça vient d'un climat général, et il faut pouvoir dire stop aussi, et un artiste a la capacité de dire non à un projet, donc tu dis comédie, le nouveau rock'n'roll. T'as été sur la route avec beaucoup d'humoristes. Ouais. Comment ça se passe le soir? C'est aussi rock'n'roll? Ça dépend desquels, évidemment, quoi. Ça dépend lesquels. Alors, si vous êtes avec Dan Gagnon,
C'est une forme de rock'n'roll un peu plus... C'est du Christian rock. Du Christian rock. Il me surnomme, pour dire les choses clairement, il me surnomme le moine. Parce qu'il dit, t'es toujours le premier parti. Non, mais, c'est-à-dire, moi, et avec Dan Gagnon, j'ai l'impression, moi, je me sens comme Keith Richards, en fait. Donc, ce qui est énorme, déjà. J'aide les autres à se sentir hyper rockstar. À se sentir super rockstar. Non, mais ça dépend. Après, ce sont des personnalités. Alors, je sais pas, la majorité des gens qui nous écoutent, je sais pas si ce sont des humoristes ou si ce sont des gens qui aiment l'humour, mais je crois que c'est ma famille, la majorité des gens qui écoutent. Les humoristes, c'est une personnalité, une race à part. Donc, tu le sens vraiment parce que ça peut avoir l'air bizarre. Ouais. Et je sais qu'il y a certains podcasts où ils parlent que de ça et ça fait un peu genre nous les humoristes versus le reste du peuple. Mais toi, moi j'en sais rien parce que je fais plein de shit autour. Mais toi qui côtoies quasiment que des humoristes dans ta vie professionnelle. Si, c'est une race à part. Qu'est-ce que tu sens qui est différent chez eux? Il y a une féroce envie d'être aimé, mais comme beaucoup d'artistes, mais avec une prise de risque absolue qui est celle de porter seul le poids de cet amour ou de la déception de ne pas être aimé. Donc par rapport à un musicien, ce qui est dur quand t'es humoriste, c'est que toi t'as recommencé chaque soir. Si t'es YouTube et que la chanson fonctionne, le lendemain elle va fonctionner. Elle fonctionnera pareil. Alors que si tu fais une blague un soir, ça veut pas dire que le lendemain elle va fonctionner. Non, et ce sont des artistes qui sont totalement dépendants de leur être. Donc une même vanne dit avec une intensité différente, un rythme différent, une intention différente, un truc peut changer tout un spectacle. Donc ça rend fou. Ça rend fou. Donc c'est... By the way, on vient de voir là, que t'étais un bon producteur. Tu sais pourquoi? Parce que quand je t'ai demandé comment ça se passait sur la route le soir avec tes artistes, t'as souri en disant ça dépend lesquels et finalement t'as rien raconté sur personne. J'ai des dossiers donc je préfère les garder pour moi. J'ai tendance à ne pas what happens part, on the road stays on the road. Donc mais si j'ai plein d'anecdotes géniales. Après ça n'est pas tout le temps le glamour qu'on imagine aussi. Parfois on se retrouve dans des petites salles minables avec 2 tranches de pain, du camembert, on est tous crevés et puis on va dormir dans un hôtel miteux avec juste un verre de piquette pour nous tenir compagnie et puis chacun chez soi. Donc c'est pas que T'as eu plus de glamour ou plus de petites salles comme ça? C'est quand raconte une fois où t'as ouvert la porte et t'as fait sorry les gars, je savais pas que je... T'as eu des surprises un peu comme ça? Des bonnes surprises, oui. Une bonne surprise, c'était... et ça s'est fait de très rapidement, c'est-à-dire Walter, il avait gagné un festival à Plougastel, et puis on s'est retrouvés... Le fameux Plougastel, vous étiez coincés dans les emboutes là-bas? Complètement, et puis on s'est retrouvés... c'est une histoire de loge, hein, là. Plougastel, on sait que c'est les fraises, et puis on s'est retrouvés dans 2 sentiments, c'est-à-dire que, et c'est vraiment très anecdotique, on était un peu, il y avait toute la bande qui était là, enfin toute l'équipe de prod était là, on s'est retrouvés avec un accueil formidable sur place, une salle remplie et une loge extraordinaire. Il y avait des fraises, à boire, à manger, des bonbons, des trucs, c'était extraordinaire. Et puis une salle magnifique, et puis on s'est retrouvés et on a terminé à 4h du matin chez l'habitant. Il y avait Cody, il y avait machin. On a commencé à danser le zouk chez des Bretons. Généralement, ça va de pair, un peu alcoolique, faut dire. Avec la mère de famille qui à un moment disparaît pendant 10 minutes pour aller se déguiser en fraise. Je vous jure que c'est vrai. Et commencer à nous chanter... À 4h du matin. À 4h du matin. Commencer à nous chanter des chansons de marins, machin, etc. C'était exceptionnel. Et puis, on a dû rentrer à pied parce qu'il n'y avait plus de navette. Non, les types étaient tellement bourrés de la navette qu'ils voulaient plus nous conduire chez nous où on dormait. Donc on a dû... Ceux dont c'est le boulot de conduire. Bien sûr, absolument. Et donc, on a dû rentrer dans un petit hôtel un peu... on va dire que le choix du papier peint en dit long sur l'ambition probablement de l'hôtel en lui-même.
Et on s'est retrouvés là, et puis on s'est regardés, on était tous un peu torchés, et en se disant, on a vécu quand même un truc génial, quoi. Et vous aviez au moins chacun votre chambre, ou vous avez dû dormir? Non, absolument pas, certainement pas. non, on devait dormir à 3, je pense, dans une petite chambre de 10 mètres carrés. Mais les festivals, ça doit être quelque chose. Et ceux qui gèrent les festivals, il y a quelques personnalités aussi là-dedans. Il y a quelques personnalités. Alors moi, j'ai beaucoup d'affection. Alors nous, on a un festival aussi, donc, mais on le gère pas comme la majorité des gens qui gèrent des festivals, c'est-à-dire qu'ils ont cet événement qui est leur événement de l'année. Ils ont beaucoup d'affection pour les humoristes, parfois trop. Mais en même temps, heureusement que ces gens-là continuent à exister. Il y a beaucoup de festivals d'humour en France, on les a quasi tous faits. C'est absolument nécessaire parce que on parlait de courroie de transition tout à l'heure. Ce sont vraiment le lien entre pour des jeunes artistes en développement. C'est vraiment les festivals, c'est un passage obligé, c'est le lien obligatoire et c'est la seule façon de se montrer devant un public un peu plus large qu'une salle une salle des fêtes de 12 personnes. Donc, c'est un passage obligé. Heureusement que ça existe. Et au contraire de la bonne surprise, sans nommer l'endroit si tu veux pas non plus, mais parce que c'est des gens que tu vas peut-être recourir à un certain moment. Non, là, langue de bois sur ce coup-là, je pense. Et une fois, une mauvaise surprise ou une loge ou une chambre ou un truc ou une salle où t'arrives et tu te dis, mais enfin... Il y a dans ce métier beaucoup de gens qui s'improvisent. Donc, des gens qui s'improvisent producteurs, s'improvisent organisateurs, s'improvisent présidents de festivals. Et donc, il est arrivé des fois, effectivement, où on se retrouve, où les types, les gens sur place ne savent pas ce qu'ils doivent faire, quoi, en fait. Et donc, tu es dans une position où tu te dis, ou je leur dis comment il faut faire, ou... Et je suis sûr de perdre le festival. Oui. Ou mais ça n'est pas que des compétitions ou des choses comme ça. C'est des fois où on est invité juste où je la ferme et puis j'observe et je regarde, quoi. Donc c'est arrivé beaucoup de fois où j'ai observé plein de petites choses un peu très amateurs où on laisse les artistes comme ça, où on s'en fout, des gens qui ne pensent qu'à leurs sponsors, à leurs 4 sponsors, et à les saouler pour qu'ils aient encore le budget pour l'année précédente en n'ayant rien à foutre de ce qui se passe sur scène et rien à foutre des artistes. Ils savaient même pas qui ils avaient programmé. Mais en attendant, il y a plein de gens qui font un travail formidable aussi au niveau des festivals. En France, il y a le festival de Tournon, je le cite un peu en exemple parce que c'est des gens avec qui on a travaillé plusieurs fois et qui sont extrêmement accueillants, professionnels, etc., etc. Donc voilà, on a des mauvaises expériences, mais bon, je garde beaucoup d'affection pour des gens qui essayent en tout cas de véhiculer et puis qui font que les artistes puissent vivre aussi, quoi. Si tu pouvais signer une personne francophone, ce serait qui? Qui tu veux? Merde, ça c'est la question. Et ça peut autant être un genre Norman qui fait des vidéos qu'un peu importe qui, tu vois, peu importe le vivant évidemment, mais quelqu'un tu te dis, t'as le droit, on te donne une signature cadeau, tu prends qui tu veux. Alors François Damiens. Il est facile. Hein. Ce type a ce qui ont fait tous les grands génies comiques, c'est-à-dire une faculté à lâcher une phrase et que tout le monde est mort de rire. De toute façon... Et tu sais que j'ai entendu parler comment il a commencé ses caméras cachées. Il a commencé à l'époque, donc c'était chez... merde, comment ça s'appelle la société de Boris Portnoy? Key News. Et il était juste allé accompagner un pote qui commençait à faire des caméras cachées chez Key News. Et donc, il allait avec lui, il se marrait bien. D'un coup, il dit, ah, mais t'es marrant, tu devrais le faire. Il fait, non, j'ai pas envie. D'un coup, il dit, bah, allez, quand même, essaie-en une. Et c'est vraiment le truc à là, genre, j'étais ami avec la fille qui s'est présentée à Miss Belgique et puis, j'ai gagné. Ouais. Mais donc, le gars, il est juste venu parce que son pote est venu et c'est vraiment la définition même, je trouve, du génie comique, moi, François Damiens. Ouais, non, c'est, alors, je suis pas le seul. Bon, on loue son génie comique pour le moment. C'est tant mieux. Il est aussi à la mode, c'est ça? Oui, il fait une très belle carrière au cinéma. Mais, je pense que sur scène, c'est le jour où il sera... Il a jamais fait non, de je One pense Man pas, Show. Non, le jour où il va
pouvoir prendre un peu de distance par rapport à tout ce succès, cette demande actuelle, pour se dire, tiens, passer un moment sur scène avec un vrai public, c'est quelque chose qui... C'est quelqu'un d'hyper timide. Oui, mais c'est comme pas beaucoup grave, d'artistes. Comme beaucoup d'artistes, ça c'est pas un problème, je pense. Non, le jour où c'est juste, je pense, c'est une question de temps. Il doit avoir un planning, à mon avis, sur 4 ans là pour le moment, avec des agents qui doivent 6 films par année, l'appeler toutes les 2 heures. Donc et faire un one man, tu sais comme moi, ça prend beaucoup de temps, quoi. Donc ça demande une énergie et une concentration à 100%. Donc il faudra qu'ils mettent... et il aura beaucoup de pression qui iront dans le sens inverse, qui lui diront attention, continue à capitaliser ce que tu es au cinéma, au truc, avant de pouvoir monter sur scène. Donc il y a un stade où tu as plus peur de perdre des fans que d'envie d'en gagner de nouveau. Mais par contre, je trouverais ça flamboyant. Il vendrait déjà 200 000 billets juste en annonçant. Je trouverais ça flamboyant qu'il puisse monter sur scène, et je l'accueillerais évidemment avec un plaisir. Tu veux-tu du Canadian Whisky? Non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu te vois faire? Qu'est-ce que tu aimerais produire dans la suite? Dans 30 ans, j'imagine que tu te vois pas genre gros show avec un cigare. Enfin, pour le cigare, j'aurais le choix. Pour le reste, t'as une bonne santé capillaire? Ouais, pour le moment, ouais. Donc tout va bien. Ça change un peu de couleur là, mais ça va. Comment je me vois dans 30 ans? Parce que là, il y a eu le Comedy Club. Prendre un exemple. Donc, vous avez... Et tu t'es mis dans la merde avec ça, le Kings of Comedy Club? Comment ça s'est passé? Non. On a pareil, cette chance et d'être extrêmement bien entouré, c'est-à-dire d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits, les bons associés, nous a permis d'être assez rapidement performants. Donc j'espère dans 30 ans qu'on va faire naître des petits à ce Comedy Club qui est plus qu'une simple salle qui diffuse des humoristes, qui est aussi, j'espère, un lieu de vie, un lieu de rencontre, où les humoristes eux-mêmes peuvent se rencontrer, où il se passe des choses, où on laisse un peu de place à l'impromptu aussi. C'est pour ça qu'on a volontairement fait des spectacles gratuits, parce que je voulais pas de billetterie, je voulais pas segmenter, je voulais laisser de la place à de la surprise, à de l'improvisation, etc. Donc le public nous suit pour le moment jusque-là, et le modèle économique tient. Donc c'est plutôt encourageant. Donc si on peut en faire plusieurs, c'est tant mieux. Plusieurs comedy clubs? Ouais. Ah, ça serait une envie dans d'autres villes ou dans d'autres villes. Ok, tu vas peut-être pas te vampiriser toi-même. Non, dans d'autres villes, dans d'autres pays peut-être même, avec franchiser la marque. Peut-être. Alors oui, pourquoi pas. Comme les improv aux États-Unis. Mais je préférais franchiser une démarche. C'est pas que je m'en fous de la marque, c'est pas ça. Non, mais j'aimerais qu'existent encore ces lieux en fait on est peut-être les bistrots des années 50 60 2.0 quoi en fait. Alors plutôt que de lâcher des énormes vannes au coin du zinc, il y a juste une scène et de la lumière quoi, et ça a une valeur, ça, je pense. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient fortement à cœur. Toi, t'es quelqu'un de compétitif à la base? Ouais. C'était pas une question. Comment tu réagis si tu vois d'autres personnes commencer à produire de l'humour? Je trouve ça génial, moi. T'as pas cette envie de cannibaliser tout ce qui bouge? Non. Alors c'est peut-être l'image que je donne à l'extérieur, mais absolument pas. Ça me stimule. Si on parle de compétition, après compétition. C'est une compétition, oui, évidemment, mais je pense qu'il y a un côté où je dis souvent c'est comme le foot. Les équipes sont en compétition, mais si t'as juste une bonne équipe dans ta ligue, la ligue va faire faillite parce que tout le monde va s'en cogner d'aller la voir. Ben voilà, tu l'as exprimé comme j'étais en train de chercher à l'exprimer. On pense pareil, Fieu. Ouais. C'est stimulant artistiquement. Moi, en tant qu'entrepreneur aussi, il y a des gens qui m'inspirent. Je sais qu'il y a des gens en dessous qui commencent à faire des choses aussi en se servant un peu de ce qu'on a ouvert aussi comme porte. C'est tant mieux. J'ai même envie de te dire,
je soutiens sur mon humble niveau tous ces gens-là aussi d'une façon ou d'une autre. Donc moi j'aime ça. Je suis juste vigilant à essayer de... j'ai la chance maintenant de pouvoir avoir suffisamment d'instruments que pour combattre la médiocrité un peu, c'est-à-dire les faux. Les gens faux, les gens qui ont rien à proposer, les fraudes. Les fraudes. Donc je reste juste un peu vigilant à ça. C'est-à-dire que je sens faux, avec une mauvaise démarche, une mauvaise approche, là je suis prêt à combattre alors. Et maintenant que tu connais bien l'émission et que tu l'as fait, le podcast, qui est-ce que tu aimerais bien entendre dans le même exercice? Dans le monde, pas juste de l'humoriste, mais dans le monde de l'humour. Qui tu dis, ça pourrait être intéressant de l'écouter pendant une heure. Alors, tu as eu beaucoup d'artistes, un producteur, peut-être un peu, parce qu'on a beaucoup tapé sur eux, un peu aussi des gens qui font de la télé, ou un journaliste, tout simplement, qui va avoir peut-être un rapport peut-être plus distancié par rapport à ce qu'on fait. Ta mère, un peu, qui va pouvoir un peu nous expliquer pourquoi elle a enfanté un mec qui passe ses nuits et ses jours à lire, à regarder de la comédie. Qu'est-ce qui t'a manqué dans ta jeunesse? Qu'est-ce qui t'a manqué dans ta jeunesse pour à ce point être impliqué là-dedans? En 64, les gars, il se foutent souvent de ma gueule parce que j'arrête pas de citer dès que quelqu'un dit une phrase, et Myriam dit souvent, pour chaque phrase de la vie, t'as une bonne anecdote d'humoriste. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, nous, on en rit entre nous, mais donc ça c'est intéressant. Donc peut-être que le prochain invité, ça serait peut-être intéressant que ça soit toi et que ça soit moi qui te pose les questions. En fait, je voudrais finir la deuxième saison avec ça, et on pourrait le faire live au Comedy Club avec une série de gens, je sais pas qui, peu importe qui interview. Voilà pourquoi je l'ai engagé comme directeur marketing et artistique. Il a des meilleures idées que moi. Parfait. Bon, ben merci beaucoup, Gilles. Merci à toi, Dan. Et merci à tout le monde d'avoir écouté. Donc, c'était le dernier podcast de la première partie de la saison.